Mesdames et messieurs, où que vous soyez, merci de nous choisir chez vous pour vous informer ou pour vous annoncer le début de cette émission, le deuxième numéro de cette année 2023. Dans cette émission, nous allons essayer un peu de parler de l'actualité, ce qui a été à la une au courant de la semaine, au début de l'année, et ce qui est beaucoup plus à la une ces derniers temps, c'est cette question d'IM23 qui reste une question épineuse, qui n'a pas encore trouvé des solutions palliatives. Et nous allons aussi un peu décortiquer cette question avec notre invité que je vais vous présenter dans quelques minutes. Restez connectés. Dans cette émission, j'ai le plaisir de recevoir professeur Dr Dadi Saleh. Professeur, bonjour. Bonjour à tout le monde. Et nous vous présentons nos meilleurs vœux pour l'année 2023. En réciproque. Alors, la question d'IM23 défraie toujours la chronique jusqu'à maintenant. Ça fait près d'une année déjà. Qu'est-ce que vous en pensez? Les Rwandais continuent à multiplier ces manœuvres dilatoires, enfin, d'insécuriser la population congolaise et les territoires du Congo. Les M23 annoncent certains retraits dans certaines zones, mais en même temps, ils continuent à avancer pour attaquer d'autres zones afin de les occuper. Est-ce une hypocrisie? Est-ce une méfiance de la part de la communauté internationale? Ou soit c'est un silence assourdissant du gouvernement congolais? Je pense que la situation ne m'étonne en rien. Tout simplement parce que si on doit la circonscrire, on doit comprendre que nous sommes devant un complot d'abord international, où il y a de multinationales, des pays tels que soit les États-Unis directement ou bien des entreprises, la Grande-Bretagne, la France et d'autres nations. Ça, c'est un complot vraiment international. Sarkozy en a parlé et tout le monde en a parlé. Et que ces complots internationaux nous renvoient au deuxième pilier qui est les complots régionaux. Et les complots régionaux contre la République démocratique du Congo incluent pratiquement tous ses voisins. Les exceptions ne feront qu'effectivement être des exceptions pour confirmer la règle des voisins directs et des voisins indirects. Et là, nous avons ce qui ressortent avec un peu acuité. On a le Rwanda, l'Ouganda, n'est-ce pas? C'est eux qui mènent effectivement cette complicité depuis plus de 20 ans. Donc, ce n'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Et ces complots internationaux et régionaux nous renvoient à une dimension nationale, où la complicité est déjà aussi pratiquement consommée, où nous avons effectivement des autorités morales, on a des espions un peu partout. Depuis plus de 60 ans, à vrai dire, la République démocratique du Congo ne se contrôle pas. Jusque-là, ne se contrôle pas. Alors, le M23, tel que vous venez de les citer, pour moi, n'existe pratiquement pas. C'est totalement une main de cette complicité, et on précise qu'il y a plus de 120 groupes armés. Il n'y a pas que le M23, mais le M23, c'est pratiquement la grande main pour l'instant de cette complicité d'une façon directe, comme on l'avait dit depuis très longtemps. Maintenant, tout le monde est d'accord avec nous, n'est-ce pas, que c'est le Rwanda totalement, et l'Ouganda, et ces néocolonialistes, même des Blancs qu'on est en train de voir, même au front. Il y a déjà assez de preuves, nous l'avons dit depuis très longtemps. Pour quelle raison? Qu'est-ce qu'ils cherchent? Mais ce n'est pas compliqué. Ils cherchent 2-3 choses. D'une façon majeure, ils cherchent la balkanisation, c'est-à-dire cet intérêt par rapport à la terre. Ça peut être une balkanisation directe ou bien une balkanisation indirecte. Une balkanisation directe, c'est un peu comme ce qu'on a fait avec les Sud-Soudan. On a divisé par 2, alors on peut diviser les Congo par 3, par 4, par 5, même si nous n'avons pas le permettre, mais c'est ça leur plan. Clair, noir sur blanc. Récupérer les Kivu, récupérer un peu l'Ituri et en faire une partie du Rwanda, l'Empire Rima, toutes ces histoires datent de très longtemps. Deuxième grand objectif, c'est effectivement l'aspect économique. L'aspect économique, c'est récupérer des minéraux, s'enrichir, etc., et installer un peu une sorte d'hégémonie. C'est clair. Alors, si nous les connaissons déjà, et que pour une fois, pour une des rares fois, et l'État congolais et la communauté internationale, entre guillemets, sont obligés de reconnaître ce que nous savons depuis très longtemps. C'est-à-dire, effectivement, on ne peut pas s'étonner quand le M23, c'est-à-dire cette bras du Rwanda, de l'Ouganda et de ces néocolonialistes qui nous attaquent, continue avec son chemin. J'aime le dire un peu facilement. Comment est-ce que vous vous étonnez quand un voleur entre dans votre maison? Il a détruit la porte, il est entré par la fenêtre et il a des couteaux, il a des armes, il entre dans votre maison et puis vous vous étonnez, ça va, qu'il est en train de voler. Vous vous étonnez qu'il va vous faire du mal.
Non, c'est vous le problème. Dès qu'un voleur entre, il ne vient pas pour le bien. Pour les chrétiens, c'est un peu, quand Satan est là, on ne s'attend pas que Satan puisse nous amener au paradis. C'est déjà tout ce qu'il va vous dire, quelle que soit la façon qu'il va vous dire, il va vous donner des biscuits, n'est-ce pas? C'est quand un voleur rentre dans la maison, c'est pas parce qu'il donne des biscuits aux enfants et des bonbons qu'il devient bon. Absolument, son intention est déjà claire, ce n'est pas pour arranger la maison, sinon il demanderait au papa et à la maman la permission d'entrer, on ouvrirait, on échangerait, qu'est-ce que vous cherchez, etc. Ce n'est pas le cas. Donc, les M23, c'est-à-dire cette représentation du Rwanda et de l'Ouganda, n'est pensée jamais. C'est là où j'ai dit, comment est-ce qu'on peut encore avoir des autorités, en grande partie, qui utilisent un peu ce que j'appelle une politique d'Autriche et une diplomatie naïve. C'est-à-dire qu'on considère que le voleur qui entre dans la maison, on peut négocier avec ces voleurs-là, n'est-ce pas? Et on voit qu'est-ce qu'on peut faire, il a raison de la tort. Donc je pense que le 1-23, comme vous l'avez dit, en libérant entre guillemets, en donnant à l'Eastern African Community Kibumba, et puis hier les camps, ça va, de Rumangabo, je pense effectivement c'est une stratégie qui confirme la complicité. Parce que ça prouve à suffisance. Commençons par cette complicité internationale. Ça va? Pour que les gens me comprennent, sérieusement. Jusque-là, tout le monde est d'accord avec moi, et c'est lui qui va nous dire l'inverse qu'il vient de le dire ici. Ça va? Tout le monde est d'accord que la MONUSCO est encore à Rutshuru et à Kiwanja. C'est-à-dire que la MONUSCO collabore directement avec les terroristes. Directement ou bien indirectement, ils sont avec les terroristes. Or, ils étaient supposés aider le FARDC avec des brigades. FBI, FIB, quelque chose comme ça, comme on les appelle, FIB, pour combattre les M23. Mais je ne pense pas qu'à Kiwanja ou bien à Rutshuru, ils sont en train de combattre les M23. Non, là, ils coalisent, ils sont totalement avec les terroristes, ouvertement. La même chose avec la force de l'Eastern African Community. Qu'est-ce que la force de l'Eastern African Community fait effectivement avec le M23 à Kibumba et dans notre camp? C'est une collaboration directe avec les terroristes. Je pense qu'au niveau mondial, on ne collabore jamais avec les terroristes directement. Ça va? Et qui collabore? Vous parlez de l'EAC ou ben oui, de l'Eastern African Community. Là, je viens de démontrer que déjà au niveau international, la MONUSCO collabore avec les terroristes. Ils sont à Rutshuru avec eux, totalement. Et ils sont à Goma. Donc, ils collaborent et avec les terroristes et avec le gouvernement. Donc, ils nous mettent pratiquement tous au même pied d'égalité. Et au niveau régional, c'est la même chose. L'Eastern African Community collabore directement avec les terroristes. Et tout le monde le voit. Il y a des photos, tout est là. Je dis directement, pas indirectement. C'est-à-dire que l'EAC, avec les troupes, notamment les Kenyans, ils nous ont poignardés dans le dos. Totalement. Mais c'était prévisible. C'est là où je vous dis, c'est nous, notre leadership faible, le problème. Je vous ai dit, quand les voleurs entrent, ça va. Comment vous pensez que les voleurs vont vous amener du bien? Donc, effectivement, cette collaboration était prévisible. Et là où nous citons, encore une fois, le président en exercice de l'Eastern African Community, le Burundais, ça va. Qu'est-ce qu'il avait dit? Il a si bien dit. Quand deux personnes d'une même maison se battent et qu'ils amènent un voisin, ça va, qui avait aussi besoin de manger ces fruits-là de la maison, eh bien, il vient, et avant de les séparer, c'est lui qui prend le fruit et c'est lui qui se sert. Il l'a dit devant tout le monde. Ruto a dit ceci. Il est venu, non, Kenyatta qui était le facilitateur. Il a dit, il est venu, eh bien, effectivement, pour faciliter une histoire tribalo-ethnique. Ça va? Pour qu'il y ait cohésion. Non, on n'a pas une histoire tribalo-ethnique. On a la guerre, les Rwandais nous attaquent. Mais lui est venu et il a dit devant tout le monde. Et notre diplomatie faible, ça va, trop faible, notre leadership faible a rigolé. C'est ça le problème. Le voleur vient, il dit, ok, je suis dans votre maison parce que je dois contrôler votre chambre et contrôler votre femme. Et vous rigolez, vous dites oui. Et quand il commence à contrôler votre femme et votre maison, vous vous étonnez. Il n'y a pas à s'étonner. C'est vous, effectivement, le papa irresponsable de la maison. Ça va? Donc, ça ne m'étonne pas que nous puissions être dans une situation simple pour l'instant. C'est quelle situation? Où exactement cette complicité est confirmée? C'est une création des zones tampons. Ça n'avantage en rien la République démocratique du Congo. Donc, avec l'Eastern African Community, le M23 est en train de gagner de l'espace, n'est-ce pas? Ils ne reculent en rien. Ils avancent. Nous précisons encore une fois, avec des sources sûres, crédibles, que le M23 occupe plus de 80% du territoire de Rutshuru.
Le M23 est en train de faire une pénétration vers le Massissi totalement. C'est-à-dire, effectivement, sauf pour les enfants et les imbéciles, excusez-moi les mots, ça va, qui ne veulent pas voir, c'est clair, noir sur blanc. Ce n'est pas qu'ils sont en train d'abandonner des lieux pour reculer. Pour abandonner et retourner chez eux, soit au Rwanda, soit en Ouganda, soit rentrer là où ils avaient dit leur position. Non, ils sont en train de laisser ces positions-là à l'Eastern African Community, pas au FARDC, et eux avancent. Faites attention. Avancent vers encore les Rutshuru profonds, vers les Lubero maintenant, n'est-ce pas? Et ils avancent vers le Massissi pour contourner, pour prendre Goma un peu plus facilement. Donc, il ne s'agit pas de retrait. Il s'agit tout simplement d'une stratégie parce que en ce moment précis, qu'est-ce que ça signifie? Le FARDC doit attaquer maintenant les forces de l'Eastern African Community qui sont à Kibumba. C'est la question. Or, leur bureau est ici à Goma, à Imbi. Donc, on doit les attaquer à leur bureau ici ou bien on doit les attaquer à Kibumba parce qu'on ne contrôle pas Kibumba. Et maintenant, pour les camps de Rumangabo, doit-on attaquer les forces de l'Eastern African Community à Rumangabo? Non, mais on pouvait attaquer. Ça va, le M23, on en avait le droit, c'est notre pays. Mais là, on a une difficulté logique d'attaquer maintenant l'African Community. Le M23 est en train de gagner de l'espace, n'est-ce pas? Ils ne reculent en rien. Ils avancent. Nous précisons encore une fois, avec des sources sûres, crédibles, que le M23 occupe plus de 80% du territoire des Rutshuru. Le M23 est en train de faire une pénétration vers le Massissi totalement. C'est-à-dire, effectivement, sauf pour les enfants et les imbéciles, excusez-moi les mots, ça va, qui ne veulent pas voir, c'est clair, noir sur blanc. Ce n'est pas qu'ils sont en train d'abandonner des lieux pour reculer. Pour abandonner et retourner chez eux, soit au Rwanda, soit en Ouganda, soit rentrer là où ils avaient dit leur position. Non, ils sont en train de laisser ces positions-là à l'Eastern African Community, pas au FARDC, et eux avancent. Faites attention. Avancent vers encore les Rutshuru profonds, vers les Lubero maintenant, n'est-ce pas? Et ils avancent vers le Massissi pour contourner, pour prendre Goma un peu plus facilement. Donc, il ne s'agit pas de retrait. Il s'agit tout simplement d'une stratégie parce que en ce moment précis, qu'est-ce que ça signifie? Le FARDC doit attaquer maintenant les forces de l'Eastern African Community qui sont à Kibumba. C'est la question. Or, leur bureau est ici à Goma, à Imbi. Donc, on doit les attaquer à leur bureau ici ou bien on doit les attaquer à Kibumba parce qu'on ne contrôle pas Kibumba. Et maintenant, pour les camps de Rumangabo, doit-on attaquer les forces de l'Eastern African Community à Rumangabo? Non, mais on pouvait attaquer. Ça va, le M23, on en avait le droit, c'est notre pays. Mais là, on a une difficulté logique d'attaquer maintenant l'Eastern African Community. Qui gagne dans tout ça? Mais c'est le M23. Comme ça, le M23 dégarni et on a des témoignages de nos gens, de nos amis, de nos papas, de la société civile qui n'ont pas dégagé. Absolument pas. Mais au moins, ils ont pris le gros des troupes, ça va, ils le mettent dans des positions plus avancées, vers le Massissi, vers les Lubero, n'est-ce pas? Et ils sont en train d'attaquer, ils sont en train de conquérir. Un point, un trait. Professeur, qu'est-ce qui va se passer en réalité? Parce que nous sentons qu'il y a un peu une légèreté. Le président, c'est tout, on dirait, les dos au mur, il ne sait pas aussi sur quel pied danser. Qu'est-ce qui va se passer selon vous? Parce que nous sommes déjà en train d'aller vers les élections. Il y aurait peut-être, pensez-vous qu'il y aura un impact négatif sur la bonne tenue de ces scrutins que la RDC va organiser d'ici là? C'est une très très bonne question. D'abord, on doit prioriser les choses. Ouais. Entre les élections et la libération de Bunagana et la sécurité en République démocratique du Congo, pour moi, la priorité est claire. Tout est essentiel, mais c'est d'abord libérer Bunagana, faire sortir les serpents, comme j'aime le dire. Quand un serpent entre dans votre maison, n'est-ce pas? Quels que soient les plans que vous aviez d'aller à l'école ou bien des petits problèmes que la maman et les papas avaient, je pense qu'en tant que panafricaniste, ce qui est conseillé, c'est d'abord chasser les serpents. Vous me suivez? Quels que soient les plans, on devait manger à 12 heures. Oui, vous devriez manger à 12 heures, nous sommes bien d'accord. Mais les serpents entrent dans votre maison à 11h55. Qu'est-ce que vous faites? Vous mettez la table et vous commencez à manger? Non, c'est irresponsable. Ce que vous faites en premier, ça va, même si c'était à 12 heures que vous devriez manger, 12 heures moins 5, vous chassez les serpents. S'il faut chasser les serpents jusqu'à 12h50, ça va, c'est à ce moment-là que vous allez manger.
Manger, c'est important et quelqu'un peut continuer quand même à vérifier comment est-ce qu'on peut manger. Mais la priorité devient, chasser les serpents. Donc, votre question étant importante, on comprend effectivement que ça, c'est le management et le leadership. Donc, les leadership doivent bien comprendre que oui, on gère la cité, c'est très bien, mais il y a des priorités. Et la priorité des priorités ici, ce n'est pas les 145 territoires. La priorité, ce n'est pas Chile. La priorité, ce n'est pas de payer aux députés 21 000 $. La priorité, ce n'est pas effectivement de se laisser payer 100 000 $, 1 million de dollars et certaines personnes ne connaissent même pas leur salaire. Non, la priorité ici est claire, noir sur blanc. Le budget le permettant, on doit mettre le maximum de moyens vers la sécurité. Je veux arriver, quand on va parler des pistes et des solutions, probablement, mais on comprend très bien qu'ici, la priorité, c'est les M23, les chasser. Ça va chasser ces serpents qui sont bien identifiés, c'est-à-dire le Rwanda, l'Ouganda, etc., les chasser de notre maison. Donc le président de la République ne devait pas se poser 1000 questions. Il doit suivre la voix de la population, voire article 5 de la Constitution, c'est la population qui est le souverain premier. Donc on ne comprend pas pour quelle raison. Apparemment, le président de la République, avec son cabinet et le premier ministre, on ne sait pas, ils ont leur propre pensée, ils déclarent une chose, mais ils font l'inverse. Ça va, ils ne font pas assez. C'est là où je vais retourner un peu après à l'article, par exemple, 63 de la Constitution. Si le président de la République dit qu'on doit être vigilant, mais ce n'est pas sa parole, la Constitution. La République est gérée par des lois. Quelle est la loi qui dit quelle est la vigilance qu'on doit avoir? Effectivement, une des grandes vigilances qu'on doit avoir, c'est l'article 63. Parmi les vigilances qu'on doit avoir, faites attention, ne confondons pas les recrutements. L'appel au recrutement, ça c'est normal. Vous me suivez? Nous tous, nous encourageons les recrutements, qu'on ait assez de militaires, mais l'article 63, c'est autre chose. Ça, c'est la grande vigilance, où tout le monde se met et est capable de se battre avec tout ce qu'il peut avoir, voire l'Ukraine. Ce n'est pas encore déclenché. Et nous continuons à tourner un peu en rond. Donc, je pense effectivement, dans votre question, qui est très importante, les élections doivent se passer, mais en attendant, l'urgence, ça va, comme je venais de le dire, c'est de chasser le serpent. Parce que si le serpent n'est pas chassé, ça va, nous n'allons même pas manger. Vous allez mettre la nourriture sur la table, c'est-à-dire vous allez faire les élections avec qui? Donc vous estimez que les élections peuvent attendre, mais finir d'abord cette question d'insécurité. Finir, c'est trop dire. Parce que déjà, si nous isolons, ça va, nous isolons les serpents et nous les maîtrisons, que les serpents ne nous interdisent pas, par exemple, de manger. Alors on peut se dire, ok, les autres sont en train de se rassurer que les serpents ne vont pas nous nuire, à ce moment-là, on va manger. C'est-à-dire, je dis, on doit faire les élections, mais ce n'est pas la plus grande priorité. Ça, ça n'engage que moi. La plus grande priorité, franchement, c'est sécuriser le peuple congolais. Chasser l'ennemi. Mais ça ne nous interdit pas de faire les élections, s'il vous plaît. C'est une combinaison, mais nous savons très bien que la priorité des priorités, c'est d'abord se rassurer qu'il y aura des gens pour élire. Parce que s'il y a balkanisation dans 2 jours, parce que nous y allons, malheureusement. On ne va pas le permettre, on est d'accord. Mais malheureusement, l'ennemi aussi est en train de se battre. Moi, je me bats, nous nous battons avec les Ouazalendou, avec les autodéfenses, avec le FARDC, on est d'accord. Mais si le complot est au niveau, au sommet de notre État, ben, nous allons voir la balkanisation dans ces quelques jours, je vous le dis. Parce qu'effectivement, on ne comprend pas. Depuis qu'on dit qu'on se bat, on met tous les moyens. L'ennemi ne fait qu'avancer. Depuis Bunagana, l'ennemi n'a jamais vraiment reculé d'une façon substantielle. Je ne sais pas si vous me suivez. Non, l'ennemi a pris Bunagana, a pris Kiwanja, a pris Rutshuru, a pris Kibumba, a pris etc. Maintenant, il est dans le Massissi. Nous ne faisons que nous plaindre. Il continue. Et c'est aussi une façon de saboter l'accord de Luanda. Mais bien sûr, l'accord de Luanda n'a pas de poids. Je vous ai dit, dans la diplomatie, il n'y a que 2 points. Il y a les rapports de force et les intérêts. Si nous n'avons pas des rapports de force, ce sont les intérêts effectivement de l'ennemi qui vont être privilégiés. Quant à ne pas comprendre que toutes ces petites déclarations au niveau international, c'est qu'il y a une petite avancée au niveau diplomatique, on est bien d'accord, condamnation de la France, condamnation, etc. Mais ben, c'est le concret sur le terrain qui implique. Et le dernier qui a condamné hier, c'est le tout le président monde peut condamner, c'est pas ça notre vrai problème. Ce sont des implications. Quand on a condamné la Russie, je pense que vous avez compris qu'on a doté à l'Ukraine pas moins de 60 milliards de dollars en termes d'armes et tout le reste. Bon, maintenant qu'ils condamnent les Rwandais, ça change quoi? Qu'est-ce qu'on a doté à la République démocratique du Congo? Qu'est-ce qu'on a fait, effectivement, pour que plutôt que le contraire? Ça va comme je vous ai dit. Le contraire, c'est qu'effectivement, la MONUSCO est encore là, qui ne se bat pas à côté des FARDC. C'est clair, noir sur blanc. Et quand ils se battent, c'est un peu une sorte de semblant, comme je vous ai dit. C'est la même chose, chers amis. Et parce que vous parlez de la MONUSCO, il y a aussi
les troupes de l'EAC qui continuent à se déverser ici. Je suis en train Bientôt, de c'est les Sud-Soudanais qui vont venir. Ouais. Ça va. Prenons un cas concret, parce qu'on a dit on ne s'adresse pas quand même à des imbéciles et aux enfants. Mais apparemment, on prend tout le monde comme des imbéciles. Il y a certaines personnes qui prennent des Congolais comme des imbéciles. Excusez-moi les termes un peu lourds. Mon frère, qui ne s'est pas effectivement prouvé par notre ANR, prouvé par la communauté internationale que l'Ouganda est totalement du côté du M23. Maintenant, c'est connu. Nous, on l'a dit dès le départ. Ça fait des mois. Je l'ai répété, messieurs les journalistes. Puisque là, le gouvernement congolais est encore dubitatif. Non, effectivement, le gouvernement congolais a un degré d'irresponsabilité inouï. Ouais. Dubitatif, c'est-à-dire quoi? L'ANR, c'est pour le gouvernement congolais. L'ANR a démontré effectivement que l'Ouganda se bat du côté du M23. La communauté internationale vient de le démontrer. Nous l'avons dit depuis très longtemps. Parce que nous avons dit, quand les voleurs entrent, nous ne nous attendons pas à ce que les voleurs viennent faire du bien. C'est-à-dire que vous voulez que le gouvernement confirme aussi l'appui de l'Ouganda. Le gouvernement l'a déjà confirmé. Je vous ai dit, l'ANR, c'est quoi? Peut-être que vous ne comprenez pas. L'ANR, c'est l'agence de sécurité nationale du gouvernement congolais. Donc, l'ANR est mieux placé plus que le président lui-même. Puisque c'est l'ANR qui donne les informations au président. Mais malheureusement, le président prend les informations. Mais malheureusement, l'Ouganda... Dans sa propre chambre. Oui. Le gouvernement se confie maintenant à l'Ouganda. Mais non, c'est ce que j'ai dit, la naïveté diplomatique. Alors que le Rwanda, on l'a écarté dans cette histoire-là. La naïveté diplomatique fait en sorte effectivement que nous sommes les dindons de la farce. Parce que nous continuons avec un contrat avec l'Ouganda. J'ai dit, ce sont des faits, s'il vous plaît. Venez tous, les porte-parole du gouvernement, les gouverneurs militaires, venez me dire ce que j'ai dit. Est-ce que c'est faux? Nous continuons avec les contrats avec les Ougandais, n'est-ce pas, qui se battent à côté des militaires de FARDC, en Ituri et un peu partout comme nous sommes en train de les voir. Et au même moment, nous confirmons que l'Ouganda est en train de se battre à côté de M23. Mais écoutez, c'est nous-mêmes le problème. Parce que bientôt... Prenons la décision, on rompt immédiatement. Comme je viens de le dire, nous on le disait depuis longtemps, comme l'ANR l'a prouvé. Le président de la République attend quoi? Pour rompre, j'ai dit immédiatement à la seconde, je romps tous les contrats qu'il y a avec l'Ouganda et que l'Ouganda puisse rentrer. Si l'Ouganda reste dans l'Eastern African Community, l'Eastern African Community sort. Bientôt, il y aura 1000 soldats ougandais qui vont venir. Qui vont encore venir. Ouais. Donc, vous comprenez que je suis en train de dire, je le répète, cher peuple congolais, et je le dis encore au gouvernement, au président, s'il vous plaît, cessons avec la diplomatie naïve. Ce sont des pensées que nous sommes malins. Parce qu'à vrai dire, je ne sais pas de quelle malignité. Quand je vois certaines autorités, surtout du Grand Nord et leaders, dire qu'il y a une diplomatie extraordinaire, je me dis, bon, ok, montez mon roi, je ne sais pas, ça veut dire quoi, une diplomatie agissante? C'est un peu comme si à un enfant, on donne des bonbons et lui, je suis rassasié. Et grâce à cela, la notification sur les armes a été... Mon frère, c'est quand même pas négatif. S'il vous plaît, tout enfant, je suis un enseignant. Un enfant qui a 20%, n'est-ce pas qu'il a réussi à des questions? Félicitations. Donc nous devons dire que cet enfant monte de classe. Mais non, l'enfant est médiocre. C'est une cotation. Donc, félicitations à des petits gestes, comme vous venez de le dire. Je suis bien d'accord, mais c'est 20%. Ok, on leur augmente 30%. Félicitations, il y a une diplomatie, il y a des déclarations. 30%. Bon, ok, on va même plus loin. 40%. Donc, quand même, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que du négatif, s'il vous plaît. Mais écoutez, je vais vous le dire. Quand vous mettez un pilote, ok, qui doit vous conduire, vous le payez. C'est pas un avantage, le pilote vous conduire. Il est payé pour ça. Le président de la République est payé. Les ministres sont payés. Le ministre de la diplomatie est payé. Peut-être certaines personnes pensent que c'est un avantage que le président achète des armes. Ce n'est pas son argent. C'est pas possible. Ce n'est pas son argent. On ne lui a pas demandé son argent. Le ministre de la Défense, c'est un travailleur du gouvernement congolais. Le président de la République, il est travailleur, le premier travailleur d'ailleurs du peuple congolais. Ça va. Donc, il doit faire son boulot et il doit avoir une cote moyenne. C'est ce que j'ai dit. Donc, il y a quand même des choses à encourager. Et quand il y a encouragé, je l'ai dit, nous encourageons. Mais nous devons voir la moyenne. Un enfant qui a moins de 30%, il est médiocre et mérite d'être chassé. Moi, je me rappelle à l'époque où j'étais à Litige, ça va. Si vous aviez moins de 40%, on vous chassait à la première période. On n'attendait même pas la fin de l'année. Alors, chacun doit se dire, c'est combien de pourcents qu'on donne. Donc, il y a quand même des petits points positifs, n'est-ce pas? Chile, ce n'est pas mauvais. 100 jours, ce n'est pas mauvais. Ça a été mal exécuté avec des voleurs, on est d'accord. 145 territoires. Ce n'est pas vraiment mauvais, mais exécuté avec des voleurs, etc. L'état de siège, mais ça a échoué. Mais au moins, l'intention était bonne. On peut lui donner ces 10%, 15-20%. Mais en attendant, il est en deçà
de la moyenne acceptable. Quelle est la moyenne acceptable? La moyenne acceptable ici, nous devons avoir les résultats. Récupérer Bunagana, ça va. C'est rassurer qu'on n'a plus de traîtres, au moins en masse, au sommet de l'État. Dans notre armée, on réforme, on achète 50 par exemple MiG. Ça va. On ne voit que 2, 3, 4 MiG là-bas. 50 hélicoptères, des blindés. Nos militaires mangent convenablement. Ça va. Nos militaires sont payés convenablement. Voilà des résultats où on récupérerait. Ça va? On récupère effectivement des territoires. On récupère Rutshuru. Ce sont des résultats palpables. Ça va? Non, on n'a plus besoin de beaucoup de discours des gens qui sont dans l'exécutif. Donc, le M23 fait quel discours, mon frère? Le M23 récupère des territoires. Oui. Là, le M23 récupère vers les Massissi. Parce que vous parlez, parce que vous parlez de territoire, j'ai évoqué au début de l'émission que Nyamilima, qui a été attaqué récemment, il y a l'absence déjà des FARDC. Est-ce que vous estimez que, avec la présence aussi des militaires de l'EAC, vous pensez que ces gens, ils ont remplacé le FARDC, ils sont en train de faire le travail du FARDC? Et pourquoi le FARDC reste un peu inactif jusqu'à maintenant, il n'attaque pas et tout ça? Alors, je vais préciser un point important. Moi, je ne condamne pas le FARDC. Ouais. Le FARDC, c'est notre armée, notre seule armée que nous respectons. Je condamne plutôt les commandements. Il y a certaines zones qu'ils ont laissées. Je vais préciser, effectivement. Oui. Je condamne les commandements de FARDC. Qui est le commandant suprême de FARDC? C'est le président de la République. Ouais. Il n'y en a pas deux. Qui est le chef des armées? C'est le président de la République, il n'y en a pas deux. Qui est le garant de la nation? Qui doit garantir à ce que Nyamilima ne soit pas pris par effectivement les rebelles et ordonner que les choses se coordonnent comme il faut et donner le moyen. Comme je l'ai dit, du reste, pas ses propres moyens. Ça va, c'est pas dans son salaire. C'est juste orienter convenablement nos moyens. On l'a mis là-bas, à tort ou à raison, comme garant de la nation. Mais effectivement, les gens veulent applaudir les autorités morales un peu bêtement parce qu'ils ont fait 10%, 15%. Ça, ce n'est pas moi. Ça ne sera pas moi. Il faut dire les choses comme elles sont. Ici, il y a défaillance de l'autorité suprême pour des décisions convenables. Poser des questions à nos vaillants généraux, je pense même, les général gouverneurs, franchement, il doit cesser un peu avec des positions des politiciens. Il est gouverneur dans l'état des sièges, c'est-à-dire qu'il ne doit pas se comporter comme politicien. Il devait se comporter comme Mamadou, n'est-ce pas? En regardant effectivement l'intérêt du peuple congolais et de tous ces militaires qui sont en train d'être tués un peu parfois par rapport aux ordres totalement mal donnés. Ça va? Donc je pense effectivement que, Excellence, Monsieur le Gouverneur, essayez de vous comporter en général comme nous vous connaissons et très compétent et pas plutôt en tant que politicien. Parce qu'apparemment, nous sentons que le général militaire aujourd'hui, et même celui de l'Ituri, ils commencent à se comporter comme des politiciens. Or non, on a besoin d'eux comme militaires. C'est-à-dire le militaire, ils savent que c'est les résultats qui comptent sur le terrain. On récupère tel territoire, et si on n'a pas récupéré, c'est à cause de quoi? Qu'est-ce que vous avez demandé au président des munitions, etc. Oui, la Turquie nous a envoyé quelque chose, on a vu ça hier, c'est très bien. Il y a quand même des avancées, mais nous avons le devoir de dire que nos militaires ne mangent pas assez suffisamment. Les militaires ne sont pas bien payés, et les autres là sont payés à $21 000 et les autres 100 000. Mais on les dit en blaguant, mais c'est pas un jeu. Ça touche la psychologie de nos militaires. C'est tout à fait normal. Il n'y a pas vraiment de messe. Messe, c'est-à-dire l'endroit où le militaire doit manger, ça va, comme ça se doit, et leur famille, alors il n'y aurait pas d'inquiétude. Donc chaque militaire, quand il va au front, il se pose des questions. Ma femme va manger quoi? Mes enfants vont manger quoi? Ça va? Et comment est-ce qu'ils vont aller à l'école? Non, le militaire devait être rassuré. Messieurs les journalistes, si vous le permettez, permettez-moi de donner des pistes et des solutions, parce qu'effectivement, le problème est déjà là. Et c'est là que nous allons chuter. Merci beaucoup, professeur, pour ces observations. Le président de la République avait choisi une voie diplomatique afin de voir comment éteindre les faits de la marmite causée par le M23. Mais jusque-là, cette voie n'a pas encore trouvé des résultats escomptés. Et beaucoup craignent qu'il y ait quelque chose du genre balkanisation qui est en train de se préparer, parce que quand on est en train de déverser plusieurs soldats des pays étrangers, le prochain c'est les soldats sud-soudanais qui vont venir ici et les soldats ougandais, et la population est en train de craindre une balkanisation. En même temps, le M23 qui semble saboter l'accord de Luanda, aujourd'hui nous ne savons pas leur vraie position. Parce que quand ils annoncent les retraits, ils s'emparent d'autres zones du territoire de Rutshuru. Avec le professeur Dali Saleh, il essaie un peu d'éclairer un peu la lanterne et de démontrer
et la mauvaise foi des M23, mais aussi c'est leur hypocrisie. Quelle sera la piste de décision? Que doivent faire les gouvernements congolais jusqu'à maintenant, les présidents de la République? Ils semblent avoir utilisé toutes les pistes, on dirait, mais selon vous, qu'est-ce qu'ils doivent faire pour essayer un peu de trouver ou de donner aux Congolais ce qu'ils veulent? Au fond, il nous faut une solution intégrante. Et je veux donner mes propositions à 2 niveaux. Ouais. Ça va? Nous aurons un niveau où ça sera à court, qu'est-ce qu'on va faire à court, moyen et long terme. Et nous avons un niveau de force, disposition des forces que nous avons en termes de priorité. Donc, le premier niveau, nous avons la force militaire qu'on doit prioriser, la force de la défense, parce que ça va avoir des impacts sur tous les restes. Parce qu'effectivement, si nous ne sommes pas forts, si nous n'avons pas une armée forte, si nous ne donnons pas assez de moyens conséquents, parce qu'on a une armée forte, mais qui n'a pas assez de moyens et qui n'est pas assez motivée, ça c'est la priorité du priorité. Je viens de les répéter, on doit cesser avec la priorisation des histoires des 145 territoires, Chile Djelou, payer des députés $21 000, d'autres $100 000. Non. On met le maximum de moyens dans notre armée. Surtout qu'il n'y a plus ces histoires d'autorisation, de notification. Ça va? J'ai dit le maximum. On arrête presque tout. Ça va? On met le maximum de moyens et on se soulève. Alors, la deuxième force qu'on a à utiliser, donc je l'ai dit en termes de priorité. Ça, c'est la priorité des priorités et immédiatement. Ça s'est dit, mais ça ne se fait pas. Ça va? Ça s'est dit, je le répète, mais ça ne se fait pas. La dernière force qui n'est pas utilisée convenablement pour l'instant, c'est la force politique. Pour l'instant, on continue un peu avec cette politique d'Autriche, comme je l'ai dit, où on se cache des vérités. Non. Nos hommes politiques, tout celui qui veut être candidat président, veut être député, veut être, etc. C'était le moment, ça va, comme un panafricaniste, de se mettre ensemble. Vous comprenez? On se met ensemble, on réfléchit, nous tous nous sommes au fond, comment est-ce que nous finissons la guerre? Mais on a des politiciens, à plus de 90% pour l'instant, chacun veut être candidat président, il peaufine des stratégies pour rester ministre, l'autre peaufine des stratégies pour rester député. Vous comprenez? C'est une classe politique médiocre. En grande partie, c'est pas moi qui l'ai dit, il y a des éminents qui l'ont dit. Médiocre, parce qu'effectivement, sans effectivement cette conscience de la nation, cette conscience politique, mais maintenant les gens sont en train ils sont dans les bruits à Kinshasa. Et vous suivez les débats, c'est quoi? Les débats, c'est qui est mieux habillé, les débats, c'est qui va mieux chanter, les débats, c'est qui reste candidat à président, des déclarations. C'est ça les débats qui se passent à Kinshasa. Non, c'est une distraction. Donc, il faut ramener la force politique à l'intérêt de la nation. Et quand le village se bat, tous les politiciens se mettent pour soulever effectivement la population et mettre au diapason si ce sont des leaders. La troisième grande force, c'est la force diplomatique. Donc, on doit cesser avec la diplomatie naïve, une diplomatie où on se ment en soi-même. Ouais. Ça va? Ça doit être une diplomatie qui dépend effectivement de 2 grands éléments par rapport à une diplomatie, c'est-à-dire l'intérêt. L'intérêt seul du peuple congolais implique dans toutes les négociations. Et deuxièmement, c'est les rapports de force. Mais les rapports de force, tant que la M23, les Rwandais continuent à récupérer des territoires, matin, midi, soir, mais quel est le rapport de force que nous avons? Vous pouvez vous asseoir à Rwanda, vous pouvez vous asseoir à Addis Abeba, on peut s'asseoir à Nairobi, rien ne va se passer de convenable. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de rapport de force. Or, il n'y a que ces 2 grands éléments en diplomatie, et c'est scientifiquement prouvé, qui sont considérés intérêts. Nous devons nous battre pour l'intérêt du peuple congolais, mais apparemment les gens se battent pour leurs propres intérêts, l'intérêt des Rwandais, l'intérêt des Américains, sauf l'intérêt du peuple congolais. Ouais. 4e force, c'est la force de la justice. Nous devrions avoir une justice agissante. Cette justice, on devait déjà, par exemple, condamner Paul Kagame. On devait condamner un peu tous les gens, ça va, des États-Unis, des etc., soit individuellement, soit des États, okay, et les traduire en justice. Et les juger, notre propre jugement. Nos propres jugements, ça va, et aller même à la CPI, mais avec déjà des éléments qu'on a, notre jugement d'abord interne, où on peut leur donner des embargos, vous comprenez, on bloque leurs comptes, comme on le fait, comme les autres le font, mais on ne sent pas la force de la justice vraiment agir pour qu'on s'en sorte. Mais la 5e grande force, c'est la force sociale. En République démocratique du Congo, nous avons plus de 450 groupes ethniques et des tribus. C'est-à-dire que nous devons utiliser cela comme force, s'unir et pas nous séparer.
Et ces histoires-là des minorités ne doivent pas exister. Donc c'est le moment où les Kassaïens, les Luba, les Nande, les Chi, les Toa, les etc., les gens des Kikwiti, c'est le moment où le leadership social, les Mwami, etc., nous devons nous mettre ensemble, on les sent. Mais malheureusement, on ne les sent pas comme il faut. C'est un peu comme si une petite histoire des minorités, pourtant on a beaucoup de minorités déjà, nous sommes tous minoritaires déjà. Ils font valoir un peu cela. Où sont tous ces leaders de la société civile, des groupes ethniques et des tribus pour faire valoir cette force, ça va, ethnique, des tribus, comme une seule nation. Mais maintenant, ça ce sont les 5 forces. Si nous les combinons comme je viens de le dire, je vous assure, personne ne peut nous battre. On aura tout. Mais c'est là, dans 3 maintenant. Donc, à court terme, qu'est-ce que je suggère? Je suggère immédiatement, si je suis président aujourd'hui, je déclenche l'article 63, c'est-à-dire nous battre comme des fous, comme des gens qui ne réfléchissent même plus. Parce qu'ici, ça va, on ne fait même pas peur à des mouches, s'il vous plaît. Vous avez compris que le peuple congolais était content, ça va, quand on a même eu comment on appelle, des hélicoptères, des avions, ça va, qui sont allés bombarder. Je pense que tout le monde était content. Et là, si on vérifiait la cote de popularité du président, ça montait. Mon problème n'est pas le président, mais on devait avoir 50 hélicoptères, 50, je ne sais pas, scouts qui viennent et qui bombardent, et on doit voir les résultats. Parce que quand on bombarde, c'est-à-dire l'ennemi a été frappé. Il ne peut plus avancer, mais apparemment on bombarde et c'est l'ennemi encore qui gagne le terrain. Je ne comprends pas c'est quel type de bombardement. En fin de compte, je ne comprends pas. Mais rapidement, ça va. Donc, on déclenche immédiatement l'article 86, c'est-à-dire déclarer la guerre. Pourquoi? Ce n'est pas à dire que nous allons attaquer les Rwandais, c'est pas ça. Quand on déclare la guerre, c'est-à-dire qu'on va avoir le moyen spécial, d'une façon spéciale pour se battre. Rapidement, le deuxième niveau, c'est à moyen terme. À moyen terme, ce n'est pas compliqué. Il y a des lois, effectivement, on donne le maximum de budget à l'armée. Budget 2023. Les 1 milliard 500 000, c'est déjà bien, mais pourquoi ne pas donner 5 milliards? Ça, on va faire tous les restes de Chili et de lois après. Ça va, on donne le maximum de moyens. Mais aussi, il y a des lois. Ça va, comme par exemple, on félicite le ministre de l'ESU qui essaye, mais il y a une loi déjà au niveau du Parlement où on doit avoir, par exemple, une formation militaire obligatoire, avoir des millions de militaires congolais avec même des Kalachnikov, même avec des machettes. Je vous assure, l'ennemi va avoir peur. Ça va. Maintenant, le 3e niveau, c'est le niveau à long terme. La République démocratique du Congo, on doit avoir des armes à dissuasion massive. On doit avoir des armes nucléaires, voilà des grandes pensées. On ne peut plus être un petit État où même des mouches peuvent venir blaguer avec nous. Parce qu'apparemment, ils savent qu'on n'a même pas peut-être 1000 chars de combat. On ne sait même pas, on ne va même pas se défendre, on ne sait même pas ce qu'on va faire. Ça va? Donc, on doit renforcer nos services de sécurité. L'ANER doit avoir les budgets nécessaires. Parce que sans renseignement, on ne peut pas bien se battre. Mais vous avez parfois nos agents de l'ANER qui peut-être n'ont pas de carburant. Et ce ne sont pas eux qui vont me dire l'inverse. On a parfois des agents de l'ANER qui sont obligés de rester dans des petites opérations pour aller récupérer un commerçant, vous comprenez? Parce qu'ils vont avoir un $10, un $20 là-bas. Plutôt que faire les grandes missions, ils doivent avoir le moyen nécessaire pour faire les grandes missions. Ils doivent même infiltrer les Rwandais. Ils doivent aller partout. Ce sont des moyens d'une façon colossale. Donc, je pense effectivement que tous les techniciens me comprennent et ça peut se faire immédiatement parce que même le long terme, on le prépare immédiatement. Si cela peut être applicable, messieurs les journalistes, chers peuples, dites ça au président de la République, au gouverneur militaire qui les représente. Je pense que dans moins d'1 mois, 2, 3, 4 mois, cette guerre va finir. Pourquoi? Parce que ces gens-là vont fuir eux-mêmes. Quand ils vont comprendre effectivement qu'il y a des millions de Congolais, ça va, les Ouazalendou, les autodéfenses, tout le monde se met ensemble. Tous les politiciens cessent un peu avec leurs histoires des élections, etc. On se met ensemble pour se battre. Je pense qu'ils vont fuir demain. Merci beaucoup. C'est un plan simple et applicable. Merci beaucoup, professeur. Vous l'avez compris. Il a donné, en tout cas, une piste de solution. Il a un peu détaillé. Et nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Vous avez droit à 20 secondes pour conclure de ces messages aux téléspectateurs et à toute la population du Nord qui nous suivent et à ce moment. Chère population, j'ai la foi que nous pouvons et nous devons sortir un peu de cette honte qui nous entoure. Je vous propose la philosophie Kujitegemea, Tomilukela, Sosangemosi, Tujikebela, pour que nous puissions nous faire respecter, pour que nous puissions reprendre notre pays en main qui est dans les mains des néocolonialistes et des Rwandais et autres voisins, et dans les mains effectivement de ces autorités morales qui sont leurs complices.
Nous devons nous libérer. On ne libère pas un peuple. On ne peut pas sous-traiter la sécurité d'un peuple. On ne peut pas négocier directement avec les terroristes. Ce sont des principes sacro-saints d'une façon simple et que vous êtes tous en train de voir, malheureusement, qui sont pas. Donc je demande, nous avons l'article 5 qui nous dit que c'est nous le peuple qui est les souverains premiers. Nous devons exiger à notre gouvernement, à notre président, à toute personne qui travaille pour nous d'être efficace et de nous rendre compte. On ne veut plus des gens qui sont des autorités morales et qui, eux, pensent que c'est eux qui connaissent. Pour l'instant, les M23 continuent à récupérer les terrains un peu partout et nous continuons à blaguer et à penser que ça risque de finir comme ça. Je pense que nous devons nous soulever comme un seul peuple et nous battre comme un seul peuple. Toujours gagné. Merci beaucoup, professeur. Je vous dis aussi merci de nous avoir suivis. Je vous fixe un prochain rendez-vous très prochainement. Au revoir.